lequel nous allons parler d'IA et d'images, d'éthique, de beaucoup de choses. Peut-être avant qu'on y arrive, je vais présenter nos stars du jour qui viennent participer avec nous. Donc de ma gauche, enfin de votre gauche à droite, on a ici donc Laura Tokmakov. Bonjour Laura. Marc Atala ensuite. Bonjour. Chris Slater. Et enfin Touraj Ebrahimi. Bienvenue. Alors vous le savez, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. C'est vrai que ces derniers mois ont été un peu fous. Depuis la lancée notamment de ChatGPT en novembre dernier, on parle beaucoup d'IA. Il y a énormément de questions qui se posent, notamment des questions de société, des questions démocratiques, mais aussi des questions relatives au droit de l'image. Énormément de questions donc. Et l'idée aujourd'hui, c'était de prendre un petit peu de recul avec nos invités pour discuter, débattre de ces différentes questions. Dans le public, nous vous inviterons aussi dans un deuxième temps à intervenir. N'hésitez pas à garder vos questions, à lever la main si vous avez des questions, vous souhaitez participer et faire parler nos invités. On va commencer avec toi, Laura. On va aller ensuite dans ce sens. Si vous pouvez peut-être chacune vous présenter et dire en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites. Alors, bonjour à tous. Donc, mon nom est Laura Tokmakov. Je dirige la fondation Impactia. Impactia est une fondation qui œuvre à transformer les entreprises vers l'intelligence hybride, c'est-à-dire vers ce moment où l'entreprise et l'humain travaillent entre l'intelligence individuelle, l'intelligence collective et l'intelligence artificielle ensemble pour dépasser les limites de chacune d'entre elles. Et notamment, on a cofondé avec l'artiste Jonathan O'Hear le Aya Festival, qui est en fait pas un festival, mais un laboratoire d'exploration de l'art et de l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle impacte la société. Donc chaque année à Saint-Gervais, encore cette année, au mois d'octobre. Merci beaucoup Laura. On reviendra sur ces différents points que tu as mentionnés. Marc, on continue avec toi. Voilà, bonjour à tous, je m'appelle Marc Atala, j'ai plusieurs casquettes puisque j'enseigne la littérature française qui est assez loin de l'IA, bien que les questions de ChatGPT se posent à l'Université de Lausanne. Je dirige un musée qui s'appelle la Maison d'Ailleurs à Yverdon et je dirige un festival qui s'appelle Numeric Games qui a lieu à la fin août à Yverdon. J'ai un profil où je suis spécialiste de la science-fiction, j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus d'ailleurs. Et je m'intéresse depuis pas mal d'années à faire l'inverse de ce qu'on va faire un peu aujourd'hui, c'est-à-dire à montrer que la science-fiction, c'est d'abord de la littérature et des récits. Et j'essaie de remettre l'importance sur ce qui est toujours un peu second dans la science-fiction, dans notre imaginaire, c'est-à-dire l'être humain. En fait, ce qui m'intéresse dans ces récits, c'est leur capacité à parler de l'humain, lorsque cet humain est en interaction permanente, comme nous d'ailleurs, avec les questions technologiques. Donc voilà, j'essaye à travers des expositions, des projets de recherche, de réfléchir un petit peu autrement à ces récits, à voir un peu comment ils nous parlent de nous, dans un monde qui est quand même nettement informé par les nouvelles technologies, informé par les sciences, et puis où on s'interroge pas forcément sur l'impact de ces sciences et ces technologies sur notre condition humaine. Voilà un peu mon profil. Merci Marc, on reviendra notamment sur ces questions de science-fiction et de ce en quoi elles peuvent nous apporter. On continue avec Chris. Good day. So I'm Chris Salter, not Slater, but Salter. I'm an artist. I'm a professor of immersive arts and director of the immersive art space at the Zurich University of the Arts. I've worked for the last 25 years on the integration of new media technologies into both artistic and particularly live performance contexts around the world. I also wear a lot of different hats. I wear the hat of an artist, a professor, a research manager, and also an author. My interest in artificial intelligence goes actually way back, before most people have heard of it, into the 1990s when I was at Stanford University studying computer music and also theater. Where early work with neural networks was taking place in computer music. And I also, I have artistic, but also I have strong, let's say, social cultural interests as a scholar in AI and its historical and also its sociological and scientific impact, particularly now. So. Merci Chris. C'est au cas où si vous avez de la peine à comprendre en anglais, je crois qu'il y a encore quelques petites oreillettes avec la traduction simultanée, si ça vous pose problème. Touraj, on termine avec toi ce tour de table. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Touraj Ebrahimi et comme mes intervenants avant,
J'ai aussi plusieurs chapeaux, pas de tête encore, mais au moins 3 chapeaux. Le premier, c'est que je suis professeur à l'EPFL et je fais la recherche, l'enseignement dans le domaine de traitement des signaux multimédia, notamment dans le codage de la sécurisation. Mais j'ai aussi 2 autres chapeaux. J'ai fondé une société il y a 5 ans qui s'appelle RayShaper, qui est basée en Suisse, à Crans-Montana, et qui travaille aussi sur l'intelligence artificielle, mais dans le domaine de la vision. Et le 3e chapeau, c'est que je suis le président de groupe de normalisation JPEG. Magnifique. On reviendra aussi sur tous ces points. Peut-être pour commencer en douceur, je souhaitais vous demander, chacune d'entre vous, comment est-ce que vous avez vécu ces derniers mois, depuis peut-être novembre dernier. Alors c'est clair que l'IA ne date pas de novembre dernier. Finalement, il y a de l'IA peut-être dans votre frigo, dans votre voiture, dans votre téléphone, certainement, dans votre ordinateur. C'est juste qu'on a vu une espèce d'accélération, voire d'explosion ces derniers mois. Et comment vous, dans votre milieu, dans votre monde académique ou associatif, comment est-ce que vous avez vécu ces derniers mois? Et quel regard portez-vous sur ces derniers mois et peut-être sur les mois qui viennent? On reprend le même ordre, si ça te va, en commençant par toi, Laura. Alors nous, depuis novembre, on se dit enfin c'est là. Dans le public, les gens sont en train enfin de réaliser ce qui se passe. Nous, on a créé la première édition du festival, on a créé Chimère, qui est une IA multimodale, c'est-à-dire avec lesquelles les artistes collaborent en écrivant, en faisant des images, en collaborant sur du son. Et puis, on était étonnés, on était surpris que les gens s'emparent pas plus vite de cette technologie-là. On s'est rendu compte depuis novembre que ce qui manquait, c'était ce tout petit truc qui le rende accessible et qui fasse que tout le monde ait envie de l'utiliser. Ce qui nous a pas mal surpris de novembre jusqu'à avril, mai, début mai, c'est que beaucoup de gens avaient des opinions sur ces IA, notamment sur ChatGPT, mais très peu les avaient vraiment utilisés, ou ils avaient juste utilisé une fois et dit ça marche pas très bien, donc je laisse tomber. Puis à partir de avril-mai, il y a eu un peu plus d'utilisation concrète et là des cas pratiques et des questions qui sont sorties. Donc on était ok, enfin arrivent les bonnes questions, les vraies questions auprès de tout le public. Donc ce que j'entends, c'est que voilà, plutôt une réaction positive. On est enfin dedans, quelque chose que tu ou que vous attendiez depuis un moment. Disons qu'on peut enfin aborder en fait ce qui va arriver avec l'IA. On pouvait en discuter au niveau du grand public. Jusqu'à présent, c'était pas mal réservé quelque part à des gens qui jouaient avec, et c'était un petit groupe. Et là, en fait, les questions sociétales émergent vraiment enfin, et ça, on est vraiment ravis. Super, on reviendra en quelques minutes sur ces questions sociétales. Marc ? Je crois que j'ai été sensibilisé à deux aspects différents de ces bouleversements récents, mais qui ne sont pas si récents que ça, mais en tout cas dans leur impact sociétaux. La première, c'est la manière dont, surtout par rapport à ChatGPT, puisque comme j'enseigne, forcément que c'est des questions qui se posent, comment les enseignants semblaient dépourvus de savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Alors que pour moi, la réponse était assez simple, prenons acte que c'est là, et puis trouvons une autre manière d'enseigner. En faisant pas semblant qu'on veut pas du tout de ces choses-là, mais plutôt de les utiliser de manière intéressante pour l'enseignement. Donc j'avais plutôt l'impression d'une certaine résistance à une habitude qu'on peut tout à fait entendre et comprendre de comment est-ce qu'on enseigne, comment, alors dans un domaine comme le mien, qui est le domaine de la littérature, comment on enseigne la dissertation et les choses comme ça. Et d'un coup, cet outil nous permet de faire autrement. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment faire autrement. Et donc c'était quelque chose que je trouvais extrêmement stimulant pour l'intelligence, c'est-à-dire comment on peut s'adapter à ça et comment on peut le prendre ou l'utiliser pour faire autre chose. Puis dans le deuxième plan, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est peut-être plus à titre personnel, c'est la maximisation du nombre de discours. C'est en fait un imaginaire autour de l'IA. Parce qu'en fait, on parle toujours de l'IA, mais finalement, la plupart des gens, comme moi par exemple, dans mon quotidien, l'IA, c'est pas mon champ de spécialisation. Je lis les journaux ou j'écoute la radio, puis j'entends des choses. Donc j'ai un imaginaire qui se construit autour de ça. Cet imaginaire, il se construit avec ce que j'entends et ce que je capte à gauche à droite, avec mes discussions, qu'elles soient de comptoir ou non. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette espèce d'omniprésence d'un imaginaire typique de la science-fiction,
On a eu la chance, il y a déjà eu ça avec le Covid. Donc en fait, moi je vois que l'imaginaire de la science-fiction est en train de se mettre en place dans la société et s'exhiber. C'est-à-dire on va convoquer quand on ne comprend pas, c'est très humain, quand on ne comprend pas quelque chose, on convoque nos scénarios. Et puis nos scénarios, ils vont se projeter sur cette chose-là pour l'appréhender. C'est tout à fait humain, c'est logique de faire ça. On le fait autant pour une rencontre amoureuse que face à l'IA, bien que je trouve que la rencontre amoureuse est un peu plus sympa. Mais disons qu'on projette un imaginaire. Et je trouvais que cet imaginaire, on a quelque chose à faire dessus, on a quelque chose à traiter par rapport à ça, parce que cet imaginaire, on ne peut pas faire semblant qu'il n'est pas là, et on ne peut pas juste dire aux gens, non, c'est pas comme ça que ça marche. On doit composer avec cet imaginaire, comme on l'a fait pendant le Covid, par exemple. Donc c'est un peu les deux aspects qui m'ont intéressé, en tout cas auxquels j'ai été sensibilisé dernièrement. Merci Marc. Chris, what about you? And please talk close to the mic. So what is I'm going to ask the audience, what year did you hear about artificial intelligence? What's the earliest year you've heard about artificial intelligence? 88. Any other answers? 77. That's getting better. Any other? If anyone was born like around 1960 or 1956. So the first time I heard about artificial intelligence was in 1982 when I saw 2001: A Space Odyssey. And I was really fascinated by what HAL was, and I did all this research about Marvin Minsky, and this was in the 1980s. So I find our technological history very short in our thinking, that suddenly the world has changed in the last 6 months. You could say that about any technology. Just imagine going back to the beginnings of photography. Or remember the moments when people watched the Lumiere brothers' first films and saw trains coming out of the screen. So I think we have to be very careful in thinking that we're always in a new world with technology. The technology has no history, because it does. It has a long history. Now, the kind of AI that we have now, probably the founders of AI in 1956, who, let's say John McCarthy, who coined the term for the Rockefeller Foundation in order to get the money to start the little workshop in the summer, which they thought would solve all the problems of AI in the summer, that the kind of AI which is now we have is data-driven AI, and it's actually opposed to the kind of AI that was started out as a scientific project, which was about trying to come up with reasoning, how machines could reason or mimic human intelligence through rules. So many of those early researchers didn't believe in data. Statistics was like dumb. That was like bad number crunching. That wasn't real science. Now we have data-driven AI, and it's very different, right? Because first of all, we have lots of machines that can run these algorithms, and second of all, we have, thanks to us all in the room, we have these models running because we've given our data up for the last 10 years to these corporations. And that's why these models are quite successful. Of course, scientifically, there's been huge advances as well, but the fundamentals of neural networks go back to the 1940s, not to Google. Thank you, Chris. Touraj, pour terminer ce tour avec toi. Alors, bon, la question c'était, donc, est-ce que je suis surpris de cette effervescence ces derniers mois? Et la réponse est oui, mais pas pour la raison que vous pourriez imaginer. Vous savez, dans la technologie, ça a été mentionné par mon collègue à ma droite, la technologie a tendance à avoir un rythme qui est exponentiel. Et qu'est-ce qu'on entend par exponentiel? Nous sommes, en être humain, nous sommes plutôt linéaires, nous sommes des êtres linéaires. Et quand on parle d'exponentiel, ça veut dire tout se dédouble avec le temps. Et une des choses très intéressantes avec une croissance exponentielle, c'est que la quantité de changement depuis le début jusqu'à aujourd'hui est égale à la quantité d'évolution entre aujourd'hui et demain. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est-à-dire entre aujourd'hui et demain, les choses vont changer autant que depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et donc tout technologiste et tout mathématicien comprend que quand on est dans une croissance exponentielle, il y a un moment où on voit les choses de manière très visible, et c'est aujourd'hui, ce moment. Et nous ne sommes qu'au début, donc ça va s'accélérer encore plus, on ne sait pas combien, et peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, et beaucoup de choses qu'on va discuter aujourd'hui seraient déjà obsolètes. Mais ce qui m'a surpris, par contre, c'est le niveau de bruit et de mauvaise compréhension qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et j'espère vraiment aujourd'hui
On aura l'occasion de faire le part et séparer le fake news des faits. Parce qu'il y a énormément de bruit qui sont tout simplement pas vrais. Ça s'est passé dans le passé, plusieurs fois. C'est en train d'arriver aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison de s'alarmer trop, mais ce n'est pas une raison non plus pour dire oh, tout va bien, on ne va rien faire. Probablement la solution au niveau réaction, ça se trouve au milieu. Donc il n'y a pas de lieu de se paniquer et il n'y a pas de lieu non plus de ne rien faire et dire bon, c'est encore un autre truc et puis on va rester tranquille et puis ça va passer, on s'y habitue. Alors là, tu mets la barre assez haut pour le programme d'aujourd'hui. Non seulement trouver le juste milieu, mais en plus démystifier tout ce qui est dit sur l'IA. Je ne sais pas si on va y arriver en 1h30, mais on va essayer. Laura, si ça te va, on commence directement avec toi. Donc, tu as parlé un petit peu brièvement de tes projets. Tu as dit notamment le souhait dans tes projets de développer une intelligence collective. J'ai aussi lu l'idée de rendre une IA démocratique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de voix, alors peut-être c'est à juste titre, peut-être pas, mais qui s'élèvent pour parler de toutes les craintes qu'on peut imaginer. On parle des fake news, on parle de la manipulation, d'inonder le web d'informations diverses ou d'images diverses. Concrètement, comment, dans toute cette espèce d'explosion d'automatisation de l'image et du texte à grande échelle, est-ce qu'on peut rendre l'IA plus démocratique, à ton sens ? Alors, tout d'abord, je pense que l'IA, je suis sûre que l'IA, elle ne met rien de nouveau sur la scène, elle ne met rien de nouveau sur le devant de la scène. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend les problèmes sociétaux qui n'ont pas encore été résolus et elle les met vraiment en devant en l'amplifiant. Les inégalités, les biais, les accès, toutes les différentes choses qu'en tant que société, on n'a pas réussi à résoudre. Alors, maintenant, je pense que le principal défi aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça va être qu'on ait suffisamment une intelligence artificielle représentative de qui on est en tant que société. Qu'elle puisse avoir cette diversité de pensée pour ne pas nous induire dans une couleur monocolore de chemin qu'on veut nous faire prendre. Maintenant, comment on peut avoir une intelligence artificielle démocratique, collaborative? C'est simplement, c'est pas si simple. Simplement en ayant des alternatives aux modèles qui sont actuellement proposés, en proposant de toujours avoir des systèmes qui sont en open source, qui nous permet de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, de voir la transparence, de pouvoir influencer dessus lorsqu'ils partent sur des mauvaises directions, de pouvoir comprendre pourquoi ils sont passés là-dessus. Et pour ça, en fait, ça ne va pas être les gouvernements, bien que la régulation peut être une piste de solution, ça ne va pas être les gouvernements, ça ne va pas être l'entreprise, ça va vraiment être les citoyens qui vont décider de se mobiliser dessus, qui vont décider par leur choix, qu'est-ce qu'ils utilisent, qu'est-ce qu'ils n'utilisent pas. Et pour tout ça, en fait, il y a une clé à ça, c'est de comprendre ce que c'est l'IA, de comprendre quels sont les enjeux, de comprendre comment ça fonctionne, de sortir des mythes, de sortir de la fantaisie, même si c'est très agréable d'avoir des scénarios dystopiques, des scénarios utopiques, et de pouvoir vraiment être concrètement dans cette compréhension de cette nouvelle technologie pour pouvoir faire avec. Alors, je vais rebondir sur 2 points. Tu as parlé notamment d'opacité. C'est vrai que tu parlais, c'est cette idée d'élargir un petit peu une diversité dans les outils proposés. Mais c'est vrai que la plupart de ces outils sont assez opaques. Enfin, on parlait tout à l'heure de ChatGPT, OpenAI. C'est difficile de soulever le capot pour voir exactement ce qui se passe sous la machine. Mais même si on y arrive, et même si on a des outils open source, il y a notamment Meta qui a rendu son modèle de Llama public, il l'a rendu, en tout cas il est devenu public. Ici aussi, quelles sont nos capacités à comprendre des algorithmes qui sont de plus en plus complexes et qui finalement échappent à une grande partie de l'humanité? Est-ce qu'on n'en vient pas finalement à ce que Touraj disait tout à l'heure? On est en train de se positionner, de discuter sur des choses qu'on comprend difficilement. Alors c'est clair que plus ces modèles sont complexes, plus il est difficile de les comprendre. Je sais qu'en parallèle, la recherche travaille aussi beaucoup à la transparence de l'IA, comment arriver dans des modèles aussi complexes
de savoir ce qui se passe. Maintenant, en Suisse, on a une chance assez incroyable. Donc, depuis décembre, il y a toute une communauté qui a été leadée par un Suisse, notamment, ils sont 3 cofondateurs, mais notamment Yannick Kilcher, qui est en Suisse, pour créer une alternative à des assistants IA comme ChatGPT qui s'appelle Open Assistant. Et là, depuis décembre, il y a à peu près 17 000 personnes qui se sont mises dans une communauté à nourrir cet assistant pour pouvoir avoir des alternatives, pour pouvoir éduquer, je mets éduquer entre guillemets, les IA, pour pouvoir avoir un regard sur les datas et puis pour pouvoir comprendre quand ça se passe différemment de ce qu'on voudrait, qu'est-ce qui se passe. Mais on doit avancer avec la recherche qui, elle, va nous amener à mieux comprendre ce qui se passe devant cette grosse boîte noire. Mais surtout, on doit avoir une genre de connaissance générale pour comprendre, à ce moment, lorsque l'IA dit quelque chose, elle n'est pas consciente, qu'est-ce que ça veut dire, sortir des fantasmes et sortir des mythes. Sortir les fantasmes, sortir les mythes, en effet. Après, finalement, quels sont les... Alors, c'est difficile de toutes les résumer parce qu'il y en a énormément, mais quelles sont finalement les questions saillantes en éthique, en lien avec l'IA, sur lesquelles tu travailles ou vous travaillez, et qui te semblent aujourd'hui essentielles ? Alors, la toute première qui nous semble essentielle, c'est la diversité. C'est vraiment la diversité dans l'IA, dans les postes qui ont une influence sur l'IA, c'est-à-dire les personnes qui codent l'IA, avoir une diversité là-dedans, les personnes qui prennent des décisions, les personnes qui utilisent l'IA. On a vu avec notre IA Chimère au festival que tout d'un coup, ce qu'il apparaît, c'est que ces intelligences artificielles ont un art fortement occidentalisé. Donc là, on est en train de créer des hubs dans le monde. Là, mon collègue est en Afrique du Sud et puis venait d'aller en Inde pour remettre des IA aux mains de peuples premiers, de peuples d'artistes autochtones, au nom de différentes communautés, pour qu'eux puissent nourrir ces intelligences artificielles. Donc ça, c'est le premier point, autour vraiment d'une grosse diversité. Le deuxième point, c'est bien entendu l'éducation à tous les âges, l'éducation chez les enfants, l'éducation chez les adultes. Et puis le troisième point, alors on dit souvent, mais ça va bien se passer, c'est comme à l'ère industrielle, ça va assez bien se passer, on va avoir des nouveaux métiers, on va transformer tout ça. Pendant 70 ans, l'ère industrielle s'est très mal passée, il ne faut pas l'oublier, ça a été très compliqué. 70 ans, c'est peu et c'est beaucoup, mais si on est en train de le vivre, c'est beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir accompagner la transition des métiers. On ne va pas tous devenir ingénieurs en intelligence artificielle. Il y a des personnes moyennement qualifiées, non qualifiées, qui ont vraiment des apports à amener autour de cette transition de l'intelligence artificielle, jusqu'à un moment où le métier se transforme et jusqu'à un moment où le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui va probablement se transformer. Donc, diversité, éducation et transition des compétences. Et justement, par rapport à la transition des compétences, certaines études récentes, comme notamment celle de Goldman Sachs, projettent jusqu'à 300 millions d'emplois fortement impactés. C'est des projections, c'est peut-être très différent, mais dans ces prochaines années. Donc c'est vrai que le sujet est là. Peut-être dernière question pour toi, avant de passer ensuite à Marc, on va essayer d'avoir un autre regard. Donc tu as parlé en effet de ces logiciels open source. Est-ce que tu vois d'autres applications concrètes, utilisations concrètes de cette IA pour la rendre démocratique ou pour la rendre au service d'une société démocratique ? Ok, alors mon point de vue, c'est que je pense d'ici 5 ans, on va toutes et tous avoir son propre assistant IA. On se reparle dans 5 ans si je me suis trompée. Mais c'est-à-dire qu'on va avoir quelque part à côté de nous un assistant qui va nous aider dans nos tâches quotidiennes. Et ce qui est une très bonne chose, c'est parce qu'on a en tant qu'humain des tâches où on a de la valeur ajoutée, on a d'autres tâches où on n'a pas de valeur ajoutée et qui nous créent même des dommages collatéraux assez majeurs sur notre santé. Donc probablement notre point va être de comment on va éduquer ces IA et à qui vont appartenir ces données. C'est-à-dire si moi si je suis musicien et je crée une musique, si elle passe sur la radio, je reçois des royalties. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsque j'éduque, je mets vraiment beaucoup de guillemets avec éduquer, lorsque j'éduque ces IA comme ChatGPT, je leur amène des choses qui font qu'elles évoluent.
je reçois rien en contrepartie de mon capital que je donne, de la formation que j'apporte à ça. Et pour nous, en tout cas au niveau de la Fondation Impactia, c'est un point très important. Et c'est un point avec notre projet RobotMe où on dit comment on peut avoir un assistant personnel qui apprend de moi, qui travaille pour moi et qui me rémunère à la hauteur de ce que je lui ai appris à faire lorsqu'il va sur le marché pour travailler là-dessus. Donc je pense que ça, c'est des pistes autour de à qui est-ce que vous avez envie qu'appartiennent vos connaissances dans 5 ans. Merci Laura, on va revenir vers toi dans quelques minutes. On va continuer notre tour de table. Dans le grand projet proposé par Touraj, on va se pencher du côté de Marc, essayer de démystifier un petit peu cette IA. Et puis, tu as parlé tout à l'heure de science-fiction. Et c'est vrai que la science-fiction est intéressante parce que peut-être parmi les premiers ou les premières, elle s'est intéressée à ces questions, alors pas forcément du fonctionnement, mais plutôt des questions humaines, des questions éthiques. Alors tout à l'heure on mentionnait 2001 l'Odyssée de l'espace, mais plus récemment on a eu le film Her, où on a eu la série Black Mirror. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que toute cette littérature au sens large de science-fiction nous a permis d'anticiper et de réfléchir à ces questions que l'on traverse aujourd'hui? Bon, je pense qu'elle ne nous a absolument pas permis d'anticiper. Peut-être qu'il faut revenir un tout petit peu à comment fonctionne la fiction, en fait. C'est-à-dire, en fait, techniquement, le problème de la science-fiction, c'est qu'on pense que c'est la seule littérature, au sens large de nouveau, qui ne parle jamais de littérature, en fait. C'est-à-dire qu'elle parlerait de science et de technologie. Il faudrait être un peu masochiste pour s'intéresser à la science et aux technologies et d'écrire un roman. C'est déjà très long d'écrire un roman. C'est pas donné à tout le monde. Ça va plus vite d'écrire un article scientifique. Parce que le roman, ce qui est intéressant dans la fiction, c'est que ça raconte l'histoire d'un être humain. Et c'est ça qui fait qu'on aime voir des films, des séries, jouer aux jeux vidéo, lire un roman, c'est qu'on se projette par empathie dans un monde et on vit des choses par procuration. Vous rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous demandiez à vos parents de vous raconter une histoire qui vous faisait évoquer des émotions. Et puis maintenant que vous êtes parents, vous le faites. Puis quand vous serez grands-parents, vous ne ferez plus que ça. Donc la fiction, c'est d'abord une histoire humaine. Et la science-fiction, c'est pas autre chose que ça. Si je reprends l'exemple de 2001 qui a été évoqué, ça parle pas de technologie. Ce que fait Kubrick, c'est qu'il reprend un manga en 68 qui est très peu connu, qui s'appelle Phoenix, par Tezuka, qui est un mangaka japonais, dans lequel l'histoire humaine avance grâce à un phénix. Et ce que dit Kubrick, c'est que la grande mystique de notre temps, c'est la technologie. Il parle pas de technologie. Il fait un film qui dit l'humanité avance, et nous, on va projeter une mystique là-dessus, comme Tezuka projette le phénix. Voilà. Donc, et ceux qui ne me croient pas peuvent aller voir la lettre que Kubrick écrit à Tezuka au Japon. Vous le voyez au musée Tezuka à Tokyo, qui lui dit « Venez travailler avec moi sur le film ». Tezuka ne peut pas. Il lui demande s'il peut s'emparer de l'histoire de Phénix, qui n'a qu'une traduction en français. Passons. Donc, vous voyez, ce qu'on raconte, ce n'est pas la techno ou le phénix, c'est comment comprendre l'humain. Donc, la science-fiction, elle fait ça. Elle se dit comment vous et moi, on peut se comprendre aujourd'hui. Et on ne sait pas comment le faire. Alors on peut adopter une posture objective, mais on sait qu'elles sont extrêmement restrictives et problématiques. C'est-à-dire que méthodologiquement, on peut réduire l'humain à, mais ontologiquement, ça pose quelques problèmes du fait qu'on ne peut pas le démontrer. Donc la science-fiction, elle se dit, c'est quoi une histoire d'amour ? Vous voyez, il y en a des millions qui ont été écrites. Et on ne peut toujours pas dire ce que c'est qu'une histoire d'amour. Par contre, on sait qu'on peut en écrire des millions. Alors que la douche le matin, on ne va pas écrire 20 millions d'histoires là-dessus. Ça va, c'est assez facile. Donc que fait la science-fiction ? Elle se dit, dans un monde tel que le nôtre, on est pétri de technologies, de discours en fait, plutôt que de technologies. On est pétri de discours sur les technologies, sur la science, etc. etc. Comment l'humain va absorber ça ? C'est-à-dire comment il va donner du sens à ça ? Puisque la fiction, elle donne du sens. Elle provoque des émotions. Donc la science-fiction, elle fait ça. Un auteur, il va dire, tiens, c'est super, on parle de ChatGPT aujourd'hui. C'est génial. Donc on va pouvoir prendre ce truc, on va imaginer un ChatGPT 14.0, qui n'est pas très important en soi. Parce que ce qui va être important, c'est comment les humains, quand ils ne pourront plus parler, parce que ça sera leur interface personnelle qui va parler à leur place, comment ils seront ? Parce que finalement, aujourd'hui, les questions que pose ChatGPT, c'est est-ce que nous avons encore la peine d'apprendre à faire une dissertation, par exemple, si ChatGPT le fait ? Comme si le résultat de la dissertation importait plus sur les processus pour y arriver, qui sont des processus mentaux, intellectuels, de sensibilité aussi, de créativité. Et ça, c'est super que
Oui, c'est un peu les débats souvent sur les technologies. Hein. Si vous savez plus faire à manger parce que vous avez un Thermomix, je ne fais pas de pub pour le Thermomix, c'est super. Mais il s'avère que vous ne savez plus faire à manger. Alors c'est très bien. Mais dans faire à manger, il y a autre chose. Il y a le fait que vous avez préparé quelque chose pour quelqu'un. Et que pour quelqu'un, le Thermomix, il ne l'a pas. Même si vous pouvez lui dire, oui, vous mettez une petite musique, mais il ne l'a pas. Donc la science-fiction, elle fait ça. Elle dit, je prends l'IA, et c'est pour ça que dès le début de l'IA, dès les années 40 à peu près, avec vraiment cette pensée machine depuis Norbert Wiener, etc., la science-fiction se dit, c'est super, on peut raconter plein d'histoires avec ça. On va inventer des systèmes où l'être humain est bridé, etc., etc. Les années 80, on parlait de 82, il y a tout ce mouvement de la science-fiction qui s'appelle le cyberpunk. Tout le monde connaît le cyberpunk à cause du film Matrix, en fait, où soudainement les humains deviennent des sortes d'IA dans des mondes, etc. Mais ce qui est génial, c'est que les premières IA du monde cyberpunk, l'auteur qui fait, je pense que, je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ça, mais il y a un roman qui sort en 84 qui s'appelle Le Neuromancien. Et dans ce roman, vous avez un individu qui passe son temps à s'hybrider avec des réseaux informatiques et qui, à la fin du roman, je le spoilie, mais ce n'est pas très important parce que personne ne va le lire, il devient une pure IA. On pourrait dire super, ils ont anticipé l'IA. Pas du tout, ils s'en fichent complètement. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient des enfants jouer à l'Atari 2600. Rappelez-vous l'Atari 2600. Et il se dit, où sont ces enfants? Parce que manifestement, ils sont sur leur canapé, en fait. Mais leur attention est dans un monde simulé qui va prendre le pas sur leur canapé, ou du moins leur monde réel. Et ce qu'il dit, c'est super, il dit, c'est incroyable qu'on développe des dispositifs, que des gens s'amusent à développer des dispositifs où des gens sont tellement happés par l'écran de l'Atari 2600 qu'ils en oublient le réel. Pensez au nombre d'heures que vous passez sur vos téléphones portables où vous êtes incapable de raconter ce que vous avez fait pendant ce nombre d'heures-là, dans le monde réel. Hein. Donc on va faire ça, on va raconter ça. Donc une manière qu'on a de faire, c'est qu'on va pousser, on va exagérer, ce qu'on appelle l'ironie, et on exagère, on imagine un monde où tout le monde va dans des mondes de jeux vidéo. Et qu'est-ce que nous dit le roman? Il nous dit pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on veut impérativement devenir des IA, ou si vous voulez, vivre dans des mondes simulés? Parce qu'il y a un truc qu'on ne supporte plus, c'est notre chair. On ne supporte plus notre corps et ses limitations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fuite de soi. On se fuit à travers un dispositif simulé qui est en plus inclusif, on passe notre temps dedans. C'est ça qu'on fait, on vient pointer non pas juste la technologie. La technologie, indépendamment du système anthropologique, il faut être ultra limité pour penser ça. Si on passe autant de temps sur nos téléphones portables alors qu'on s'offusque si quelqu'un nous met la main sur l'épaule, c'est bien qu'il y a un rapport entre notre corps et ce qu'on vit dans ce monde simulé. C'est les gens qui s'intéressent qu'au monde simulé, ils oublient qu'on n'est pas que ça. Si je vais maintenant dans l'assemblée, bon, il y a beaucoup d'hommes, ça je risque peu, mais je mets ma main sur l'épaule de quelqu'un, la première réaction dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est qu'on a peur. Qu'est-ce qu'il veut ce type? Alors que je vous assure que je ne veux rien de spécial. Je peux vouloir faire un geste humain. On en parlait tout à l'heure. Ceux qui ont vu le film Her, par exemple, la dernière séquence du film, c'est que le personnage de Théodore, après avoir été tombé amoureux d'une IA, etc., il va prendre sa meilleure amie qu'il a délaissée dans ses bras, dans son corps. Donc on ne peut pas dissocier. Et c'est ça que va faire la science-fiction. Elle va nous rappeler que si on valorise des IA, si on imagine que des êtres humains deviennent des IA, on peut penser à certains fantasmes comme ça, c'est pas tellement important en soi, mais c'est la capacité qu'on a à ne plus savoir comment faire avec notre corps, et qu'il y a peut-être une relation très humaine cette fois-ci, puisque finalement les problématiques du corps, elles existent depuis bien longtemps, le corps comme problème, comme pulsion, comment maîtriser, comment gérer, c'est plutôt ça qu'elle va faire. Mais elle va utiliser les technologies aujourd'hui parce qu'elles font partie de notre monde à nous, et on oublie qu'une technologie, c'est aussi une image. Elle véhicule, et c'est pour ça que c'est aberrant de vouloir, enfin je suis d'accord avec l'idée de... Mais on ne pourra jamais faire en sorte, je pense un peu à un fantasme comme ça, d'imaginer que les gens vont enfin comprendre ce que c'est l'IA. Parce qu'on a besoin, à mon avis, fondamentalement, on a besoin d'un imaginaire. Parce que si on sait ce que c'est que l'IA, c'est pas intéressant. Quoi, être charpentier. Par contre, il y a de l'émotion, c'est comme pour les robots, on a tous peur qu'ils viennent et qu'ils prennent le pas sur nous, alors que c'est jamais encore vraiment arrivé. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Oui, c'est vraiment pas intéressant. Donc la science-fiction, elle va nous dire comment on peut se penser à travers la technologie,
comment on peut comprendre ce que c'est que l'humain à travers la technologie, mais une technologie sous forme d'imaginaire, pas une technologie réelle. C'est pour ça que quand vous invitez des auteurs de science-fiction pour parler de technologie, ils disent « mais moi, je suis romancier, quoi. Je ne m'intéresse pas à la technologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des histoires humaines. Il se passe quoi dans la tête d'un type qui va passer 10 heures par jour sur son téléphone portable, quoi. C'est quoi sa vie, en fait, hein? Alors vous swipez maintenant tous vos téléphones portables à gauche, puis vous regardez combien de temps vous avez fait aujourd'hui, puis vous dites « c'est quoi ma vie ?» C'est ça que va faire la science-fiction. Pas tellement la technologie, en soi. On s'entend, c'est pas tellement la technologie, mais finalement, c'est les impacts de cette technologie sur notre société, sur nos rapports, sur le rapport à notre corps. C'est comment on peut se comprendre à travers cette technologie, plus même que les impacts. Parce que si c'est les impacts, on est encore dans l'anticipation possible. Comment l'IA va impacter l'humain, et puis la science-fiction nous en parlerait. Mais c'est presque autre chose. J'imagine un monde futuriste dans lequel l'IA permet ceci ou cela, par exemple tomber amoureux de son assistant personnel parce qu'il a quand même la voix de Scarlett Johansson. Hein. Si jamais pour ceux qui ont vu le film Her, c'est pas non plus anodin. Ça aide un petit peu. Ça aide même pas mal. Et comment ça se fait qu'on peut tomber amoureux de la voix de Scarlett Johansson qu'on ne voit jamais, mais tous les spectateurs savent tout à fait qui c'est, hein, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, et être content. C'est ça la question. Pourquoi vous ne partez pas sur le monde pour la chercher? Vous voyez, si vous avez une voix comme ça qui vous parle dans votre téléphone, enfin moi, si ça devait m'arriver, la première chose que je veux faire, c'est de rencontrer cette personne. Est-ce que je vais me satisfaire bêtement de rester pendant des heures au téléphone avec? Non. Comment ça se fait qu'on vit dans une société où les rapports humains sont devenus aussi complexes? Donc là-dessus, on serait dans l'anticipation, mais pas dans l'anticipation technologique, dans la manière de penser qu'on est dans une société où, comme le dit le romancier Alain Damasio, on vit de plus en plus dans des technococons qui nous sécurisent. On est très à l'aise avec nos téléphones portables qui sont presque plus importants que nos épouses ou nos maris, puisque personne ne peut aller dedans, hein, enfin personne ne peut le regarder, alors qu'on peut parler avec votre femme ou votre mari sans problème. Ça devient un peu nous, comme ça, qu'on a projeté là-dedans, qu'on garde près de soi, qu'on a toujours allumé. Comment ça se fait qu'on soit là-dedans? Vous voyez, la technologie, elle n'est plus très importante, en fait. Elle devient une sorte de totem un peu freudien, comme ça. Hein. On projette là-dedans et nos manques, nos peurs, nos frustrations, nos espoirs, peut-être. Tinder, c'est, je pense, essentiellement un ramassis d'espoir. C'est l'espoir de ne pas finir tout seul, quoi. Quand même, qu'il y a une sorte de vieux truc à la Pascal. C'est pas d'abord important de comment ça marche, c'est de ne pas être tout seul. Et c'est bien pour ça que ça ne marche pas. Parce que si votre but dans la vie, c'est de ne pas être tout seul et de rencontrer n'importe qui pour ne pas être tout seul, ça va rarement très bien fonctionner. Donc elle va plutôt anticiper ça, mettre des mots et des images sur comment aujourd'hui on peut être humain dans un monde technologique ou scientifique. Comment enseigner la dissertation avec ChatGPT. Comment nouer une relation avec autrui sans avoir besoin d'un palliatif, ce qu'on appelle un assistant personnel. Oui, c'est ça. Comment faire à manger sans le Thermomix, hein, pour ceux qui utilisent les Thermomix. C'est ça que va faire la science-fiction, et qu'elle fait depuis très longtemps avec les formes anciennes de la science-fiction qu'on appelle l'utopie depuis le XVIe siècle, où on réalise des sociétés parfaites, pas pour qu'elles se réalisent, mais pour nous montrer les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc la science-fiction, elle fait quoi? Elle dit, voilà le futur, mais je vous montre ce futur pour que vous compreniez les problématiques d'aujourd'hui. Et l'IA, c'est par définition ce qu'on est de plus en plus en train de devenir nous, en passant de plus en plus de temps dans des interfaces numériques. Et ceci, ça vient aussi dans un cadre qui est plus large, avec notamment le transhumanisme. Enfin, tu parlais de cette histoire du corps, où c'est vrai, une espèce de mouvement progressif, ou en tout cas chez certains, hein, c'est cette idée de se débarrasser progressivement de tout le donné naturel, de tout ce comme on est né, pour finalement se créer soi-même. Se créer comme on le souhaite, plus comme la nature nous a fait. Donc il y a aussi un peu tout ce cadre plus large dans lequel ces questions d'IA s'insèrent et qui font qu'en effet, il y a toute une question finalement, qui est véritablement humaine. Jusqu'à quel point reste-t-on humain? Quelles sont encore aujourd'hui les spécificités humaines? On projette beaucoup sur la machine, mais beaucoup se demandent, est-ce qu'on peut déjà parler de conscience? Est-ce qu'on peut déjà parler de possibilité de véritable création? Et tu disais, voilà, par rapport aussi à la dissertation, à tous ces éléments, finalement, on a aussi l'impression que progressivement, la machine prend de plus en plus de place ou de compétences de ce qu'on croyait des spécificités humaines,
qu'est-ce qui reste finalement à l'humain dans tout ça? Enfin, il y a beaucoup de questions dans ce que je t'ai Ouais, posé. je vais peut-être pas trop monopoliser la parole, mais par rapport à ce que tu dis sur le transhumanisme, je trouve intéressant dans le sens où je me rappelle d'un essai philosophique que j'avais lu il y a longtemps, qui a été écrit en 1956, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. Ça veut dire que je dois parler moins fort. Moins vite. Ah. On m'a dit avant que tu étais ultra doué. Mais bon. Pardon, donc je me rappelle d'un essai que j'avais lu de 1956 qui s'appelle L'obsolescence de l'homme et qui a été écrit par un philosophe allemand, Günther Anders. Et dans cet essai, il y a une partie que je trouvais vraiment intéressante qui était l'idée de se designer soi-même. C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce que l'homme devient obsolescent, pas obsolète, hein, mais obsolescent? C'est parce que on voit des processus, on est en 56, hein, des processus de ce qu'il appelle de l'ingénierie humaine ou du design humain. On s'auto-design en fait. Et quelle est la cause qu'il identifie à ça, qu'on pourrait évidemment problématiser, discuter? Il dit, parce qu'on a une honte fondamentale qu'il appelle la honte prométhéenne vis-à-vis des objets. On est fasciné par un truc qu'on n'est pas. Et moi, je suis content de ne pas être exponentiel, c'est qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon. On fait les mêmes erreurs tout le temps. Et en même temps, on est capable de créativité de malade. Hein, en même temps, on n'est pas rationnel. On aimerait bien l'être, mais sinon, il y a plein de trucs qu'on ferait jamais. Hein, si on était rationnel, jamais. Voilà. Et donc, on est fasciné par ces trucs qu'on a créés qui fonctionnent. Comme on attend. Vous voyez, votre machine à café, vous appuyez, hop, il y a du café qui tombe. C'est super. Un humain, une fois sur deux, vous lui dites, tu penses à quoi? Il vous ment. Ou il ne sait pas. Ou une fois il vous dit c'est la vérité, mais vous ne savez pas. Enfin bref, ça ne marche pas. La machine humaine ne marche pas. Et donc lui, il dit, c'est l'argument de Günther Anders que je trouve assez intéressant parce qu'on la retrouve dans le design du transhumanisme. C'est en fait, on a la honte face à la perfection de ces objets et on veut à tout prix leur ressembler. Donc on va faire quoi? On va réduire l'humain. Par exemple, aujourd'hui, il faut être sacrément fort et gonflé pour dire ce que c'est que la conscience. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un peut me définir la conscience sans passer par des réductions, techniquement, alors on va observer des phénomènes, mais depuis un ensemble de phénomènes, on s'est tous plantés plein de fois quand on a observé des phénomènes chez les gens et on était sûr d'un truc et c'est pas ça. Donc la conscience, on passe notre temps à réduire, à tenter de maîtriser comme un objet technologique, à modéliser, à reproduire, à enrichir. Mais c'est ce que l'humain est jamais. On n'est jamais ça. Et je trouvais que cette approche était intéressante parce qu'elle disait, mais en fait, ce que l'humain n'est jamais, c'est cette perfection machinique ou technologique. Mais ce qui est génial, c'est qu'il s'évertue à vouloir reproduire dans les technologies ce qui ne sera pas, et puis après de prendre ça et le projeter sur lui. Et ça, je trouve que ça fait vraiment penser. C'est dans le transhumanisme, ce que vous avez au bout, à part le fait que c'est d'abord un mouvement extrêmement libéral qui s'inspire du gnosticisme, c'est que vous avez cette maîtrise absolue. Enfin, vous ne manquez de plus rien, quoi. Mais qui dit plus de manque, dit plus de désir. Qui dit plus de désir, dit plus tellement d'objectifs et de sens. Donc moi, j'aimerais pas être un post-humain, hein, franchement. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus tout ça. Il y a une maîtrise de soi. On devient un objet qu'on est capable de maîtriser. Et c'est peut-être pour ça que je trouve que ça, c'est intéressant avec le transhumanisme et que cette analyse d'Anders, elle reste valable aujourd'hui. Alors, elle est un peu désuète, mais elle reste valable dans cette idée d'une fascination de ce qu'on ne sera jamais, c'est-à-dire une mécanique bien huilée. Et ce que dirait la science-fiction, c'est tant mieux, en fait. Parce que c'est ça qui fait qu'on ne pourra jamais modéliser l'humain complètement. On aimerait peut-être bien, parce que ça donne la maîtrise, mais on ne peut pas. Il y a toujours un truc qui nous échappe. C'est quand même, pour l'instant, en tout cas, ça marche plutôt assez bien, mais ce n'est pas forcément dans des sujets type que développement technologique ou autre. Là, on n'est pas bon, c'est dans les interactions humaines, et en même temps, on est géniaux. Hein, c'est cette espèce de truc très étrange, comme ça, qui fait qu'on est géniaux, et en même temps, on est pathétique en permanence. Hein, voilà. Bon. Merci Marc. On reviendra certainement sur toutes ces questions de fiction et voilà, différentes questions. On va un petit peu plus s'intéresser, mapping oblige, à la place des images. On reviendra dans quelques minutes vers toi, Chris, directement passer à Touraj. Touraj, peut-être juste avant de commencer à te poser quelques questions, tu peux peut-être nous expliquer ce qui tourne derrière nous, s'il te plaît? Oui, en fait, il y a plusieurs choses, hein, mais vous voyez beaucoup d'images, c'est des célébrités, j'espère, suisses, que vous voyez, je crois que là c'est Yann Sommer, on a vu passer Frédéric, on a vu passer Alisha
et on a vu passer aussi, je crois, Marco Andermatt. C'est des images que j'ai créées en fait pour cette occasion, à l'aide d'un des multiples solutions qui existent maintenant, qui sont accessibles au public, pour vous donner un petit peu envie de voir vers quoi on va, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Mais la plupart de vous, même avec vos téléphones portables, aujourd'hui, plus ou moins, vous pouvez recréer la même chose. Maintenant, la question, c'est, est-ce que c'est vraiment la fin de l'humanité qu'on l'a connue? Est-ce que c'est vraiment cette fois, ça y est, ces technologies maintenant vont tout changer et qu'on sera des post-humains ou d'autres types d'humains? Et j'aimerais en fait parler de ça, juste quelques minutes. Premièrement, j'ai beaucoup aimé votre intervention. Et je suis moi-même quelqu'un qui aime énormément la science-fiction. Et j'ai été plusieurs fois dans ma vie inspiré dans les technologies que j'ai développées par la science-fiction. Donc c'est-à-dire, c'est très important, ça aide l'imagination. Et la science-fiction, c'est une façon de profiter aussi de l'imagination des autres vers soi. Mais il faut aussi en même temps faire attention qu'il y a la fiction et il y a ce que les anglophones disent fact, donc les faits. Et autour de l'AI, il y a beaucoup de fiction qui commence à un petit peu prendre le dessus sur les faits. Et puis on a presque l'impression, peut-être c'est dans la nature humaine, vous saurez mieux que moi, on aime bien se faire peur, par exemple. Déjà, dans le mot l'intelligence artificielle, l'origine du mot a été évoquée. En fait, l'intelligence artificielle, on peut remplacer ce mot par d'autres mots. On peut dire réseau neuronaux profond, on peut dire régression stochastique, on peut dire classification non biaisée ou biaisée. Mais ce ne serait pas aussi effrayant de dire la régression stochastique va nous gouverner bientôt. Ça fait beaucoup moins peur. Donc en fait, on aime bien se faire peur. En fait, derrière ces technologies, vous avez raison, on ne les connaît pas, ces technologies. De la même façon, parce que c'est pas parce que c'est opaque, c'est parce que c'est très complexe. C'est si complexe qu'on a du mal à prévenir, à deviner ce que l'intelligence artificielle va devenir. C'est sa complexité. La plupart des technologies qu'on appelle intelligence artificielle sont même librement accessibles, c'est open. OpenAI, le mot open venait du fait qu'ils allaient ouvrir, récemment ils ont changé d'avis, mais c'est une autre histoire. Mais le fait, la raison pour laquelle on est là où on est, c'est parce qu'il y a eu des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers de personnes, ont mis leurs neurones ensemble et ont créé ce qu'on a aujourd'hui. Si c'était une seule compagnie, probablement ça allait prendre beaucoup plus de temps et ça allait même peut-être pas aussi devenir aussi performant parce que on fait des erreurs et puis d'autres peuvent corriger ces erreurs, améliorer, etc. Donc le fait que c'était ouvert et accessible à tout le monde a joué un rôle important aussi dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc je voulais commencer par ça en disant en fait le lien entre la fiction et le fact. Maintenant, une autre chose aussi qu'il faut dire, et je crois qu'on va revenir là-dessus d'après ce que j'ai entendu dans les introductions, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une technologie est arrivée et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Alors maintenant, de nouveau, je ne suis pas forcément dans le camp de ceux qui disent « Oh, mais ce n'est pas grave, ça va se résoudre tout seul, ne paniquez pas, etc. » Non, il faut être conscient qu'il y a des difficultés là-dedans. On ne sait pas, par exemple, surtout pour les images. Donc ces images que j'ai créées, c'est des images, je ne sais pas, aujourd'hui, il n'y a pas une loi, donc je me permets de le faire, mais c'est très possible que Roger Federer, que j'ai mis dans donc il n'est pas dans une situation qu'on peut qualifier de compromettante, mais on pourrait le faire, n'est-ce pas? On peut lui donner un flingue et puis
en train de tirer sur quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ce qui a été fait ici. Donc il y a des problèmes de ce type. Il y a des problèmes copyright tout simplement. On a parlé de fait que finalement l'intelligence artificielle prend, et toutes les techniques qui existent aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est les humains qui ont fait l'entraînement de ces systèmes. Donc l'intelligence artificielle, et c'est une des raisons pour laquelle je pense un avenir où on aura l'intelligence artificielle générale dans le sens de vous et moi, où on peut conduire une voiture, faire de la peinture, papoter, et rire et raconter des blagues. Ben ça, on n'est pas encore là, et à mon avis, ça va prendre un peu de temps avant qu'on y soit. Parce que finalement, les solutions que vous voyez qui ont permis de faire un Jan Sommer comme ça, aussi réaliste, devant sa grille avec son steak, ne sont que des pinceaux ou des appareils photo très sophistiqués. Derrière ça, je peux vous assurer, j'ai dû faire beaucoup d'essais pour arriver à une image comme ça. Si vous faites juste dans un premier en disant « faites-moi Jan Sommer devant une grille peint », ça va sortir assez mal. Il faut essayer. Ça vient d'où l'intelligence, de ce qu'on appelle prompt. Hein. Donc la description qu'on donne au ChatGPT ou des équivalents de ChatGPT qui font que ça crée. Alors c'est devenu tout un art maintenant. Il y a des réseaux sociaux qui s'échangent des prompts entre eux dans Discord, etc. Et pourquoi ? Parce que il faut pas avoir peur que la créativité humaine va disparaître, que c'est les machines qui vont nous faire des dessins, nous écrire des romans, etc. À mon avis, on est très loin de ce jour. Et il ne faut jamais dire jamais, comme on fait une blague en disant que Mitterrand, apparemment, il avait dit « il n'y a que les idiots qui ne changent jamais d'avis ». Je l'ai toujours dit. Mais bon, on peut changer d'avis peut-être, mais à mon avis, ça va prendre un peu de temps avant qu'on arrive à un moment où on se fera peur. Ouais, donc tu as mentionné justement, pour repartir de ces images que tu as créées, alors certes ça t'a pris du temps, ça demande en art, comme tu disais, l'art du prompt. On a vu aussi naître aujourd'hui un nouveau métier qui est le prompt engineer, ces gens qu'on engage, c'est un peu les nouvelles PT à l'époque, il y avait les PT qui savaient parler aux dieux, aujourd'hui on a des PT qui savent parler à la machine. C'est devin dans une certaine mesure. Toujours est-il que c'est devenu extrêmement facile. Et on a une espèce de prolifération aujourd'hui de création de fake, de deepfake, que ce soit sur l'image, que ce soit sur la vidéo, que ce soit aussi sur le texte, avec des capacités d'inonder de manière relativement importante le web. Et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Enfin, tu t'es aussi beaucoup intéressé, je crois, à ces questions de l'image, de l'identité de ces images et de leur origine. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut encore croire aujourd'hui aux images qu'on voit sur le web ? Ou est-ce qu'on est rentré déjà dans le monde de la post-vérité ? Oui, à mon avis, on est déjà gentiment entré dans ce monde de la post-vérité qui devient... Donc, une des diapositives que je vous montre, c'est un petit peu l'historique de falsification d'images. Et vous verrez, la première date, c'est 1860. En 1860, les photos, donc la photographie n'existait pas encore. Donc en fait, l'image que vous voyez, c'est une peinture, un portrait d'Abraham Lincoln que quelqu'un avait forgé en prenant un autre portrait d'un homme d'État du Sud des États-Unis en ajoutant la tête de Abraham Lincoln là-dessus. Donc c'était vraiment une fausserie. Donc. Et de là, récemment, on voit ce qu'on appelle les deepfakes, n'est-ce pas ? Maintenant, si on regarde cette évolution depuis 1860, probablement avant jusqu'à maintenant, ça a toujours été possible. Donc ce qu'on fait, ce que je vous ai montré, ça aurait pu être fait. Sauf que, comme vous avez dit, ça s'est démocratisé. Donc avant, il fallait déjà un know-how et des savoir-faire qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Maintenant, une grande partie de ce savoir-faire, on donne à la machine. Donc la machine, on peut lui apprendre à avoir un savoir-faire
comme un très bon fausseur, si c'est pas mieux. Et de l'autre côté, ça ne demande pas vraiment des moyens impossibles. Souvent, il suffit d'avoir un PC pour pouvoir se débrouiller pour le faire. Et puis, bon, le reste, il faut un peu de temps parce qu'on doit aussi apprendre nous-mêmes à l'utiliser. Donc, c'est des outils sophistiqués que vous pouvez comparer peut-être à une voiture, n'est-ce pas? N'importe qui voit une voiture ne peut pas entrer dedans et aller conduire normalement. Probablement, ça ne marche pas. Il faut avoir un apprentissage. Et il y en a qui doivent recevoir dans pratiquement tout le pays du monde. Il faut recevoir un certificat, un permis de conduire pour pouvoir le faire. Peut-être qu'un jour, on arrivera à ça, je ne sais pas. Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle est devenue très simple. C'est un outil très puissant, donc il faut apprendre à comment l'utiliser. Mais ce n'est pas un outil autonome encore. Et pour un bon moment, ce ne sera pas. Maintenant, moi je travaille beaucoup plus sur les images, un petit peu sur l'audio, donc la parole, plutôt que les textes, parce que quelque part, le texte, on sait depuis un moment que n'importe qui, surtout grâce à Internet et les spams des princes nigérians qu'on a reçus, on sait très bien que quand on reçoit un email qui dit « Écoutez, donnez votre carte de crédit ou votre compte bancaire et puis on va vous virer 50 millions et vous gardez 1 million et le reste, vous le faites envoyer quelque part d'autre », c'est pas vrai. N'est-ce pas? C'est vrai, les héritages, non, c'est jamais faux. Oui, bon, ça peut être dans très peu de cas, en fait. En tout cas, statistiquement, ce n'est pas vraiment vrai. Donc, les gens, peut-être qu'il y a, je ne suis pas historien, hein, mais peut-être il y a 100 ans, il y a 150 ans, quand on lisait quelque chose qui sortait sous forme de texte, peut-être qu'on y croyait autant qu'on croit maintenant aux images. Mais quelque part, comme être humain, nous sommes peut-être quelque part, à cause de notre évolution, nous sommes faits de telle façon que nous croyons beaucoup plus ce que nous entendons et surtout, nous croyons quand nous voyons quelque chose. Et malheureusement, ce genre d'outil permet, donc c'est une opportunité aussi en même temps, hein, mais ça peut être abusé et nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Et on le vit pratiquement de manière quotidienne, donc il y a beaucoup de cas, je crois que ce n'est pas nécessaire de les répéter, des abus de manipulation de l'opinion publique ou des fraudes tout simplement, des gens qui sont fait passer pour d'autres en essayant de faire des choses un peu moins nobles qu'on fait d'habitude. Et justement, par rapport à ça, si je me permets de t'attendre, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de JPEG Trust, ce projet sur lequel tu travailles, sauf erreur? Oui, alors JPEG Trust, donc c'est quelque chose qui est c'est une norme. Hein. Donc JPEG, tout le monde connaît. C'est un format d'image. C'est un format d'image qui a créé en fait l'écosystème de la photographie. Quand la photographie est devenue numérique, donc vraiment ça pouvait aller n'importe où, dans n'importe quel ordinateur et machine, etc. Et il fallait que le monde se mette d'accord sur une syntaxe, sur une convention commune. Et cette syntaxe pour représenter les images, le format commun, s'appelle JPEG, qui est aussi le nom de groupe des experts qui l'ont créé. Et ça fait depuis maintenant 30 ans, un peu plus, que le monde utilise ces images pour toutes sortes de choses. N'est-ce pas? Quand vous prenez une photo avec votre téléphone mobile ou quand vous créez sur Photoshop quelque chose, si vous le stockez ou le transmettez en JPEG, vous êtes à 99,9999% de chance que n'importe qui avec un appareil pourrait lire et afficher cette image. Donc c'est ça la force de JPEG aujourd'hui. Mais maintenant, on va dans un monde où il ne suffit pas de pouvoir accéder à l'information, dans le cas de JPEG visuel, mais il faut être informé sur l'origine, la provenance de cette information. Et c'est ça le but de JPEG Trust. Donc JPEG Trust, c'est aussi un format qui s'épouse, donc qui va se trouver des informations qui vont se trouver à l'intérieur des images JPEG,
qui va non seulement vous permettre de savoir quelle est la provenance de manière anonyme, pour ne pas forcément envahir la sphère privée des gens, mais aussi quel était le cheminement jusqu'à ce que cette information vous est arrivée. Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un prend une photo, le poste sur un réseau social, quelqu'un d'autre le prend, change de contraste ou prend une partie de l'image et puis qui l'utilise pour, je ne sais pas, une publicité et puis qui vous l'envoie et puis vous le voyez sur votre ordinateur ou téléphone mobile. Vous aimerez savoir, sans pour autant divulguer l'identité des gens, qu'est-ce qui est arrivé à cette image. Alors maintenant, si vous voyez quelque chose et que cette information, si vous avez envie de l'avoir, vous dit « Ah, mais la tête de cette personne a été échangée avec la tête de quelqu'un d'autre », ben vous le savez. Maintenant, peut-être que vous dites « Bon, c'est pas grave, c'est pour rire, donc il n'y a aucun problème ». Ou bien vous allez dire « Ah non, mais ce gars, c'est pas la bonne photo ». Et puis s'il n'y a rien, donc s'il n'y a pas cette information, c'est comme un document qui n'a pas été signé. On est tous maintenant de plus en plus habitués à avoir des documents signés, surtout les contrats qu'on signe maintenant de plus en plus sont numériques et signature numérique, donc c'est la même chose. Vous recevez un document qui n'a pas été signé de manière numérique, ben vous dites je peux faire confiance à ça. Donc tout ce qui n'a pas été signé quelque part par le protocole JPEG Trust, toute image ou vidéo qui n'a pas été signée, ben vous pouvez vous poser peut-être que c'est pas vrai. Peut-être ça. Et si ça a été signé, au moins vous pouvez savoir quel était le cheminement. Maintenant, ça peut être parfaitement synthétique, ça peut être parfaitement généré par l'AI, il n'y a pas de problème tant que vous le savez. Puis le reste, c'est votre responsabilité. Vous pouvez vous amuser avec, ou bien vous pouvez dire non, mais je ne l'accepte pas parce que c'est pas ce genre de contenu que je m'attendais voir. Mais alors, en partant du principe que cette nouvelle norme ou ce JPEG Trust soit répandu suffisamment à travers le monde, est-ce que, à ton sens, ce serait suffisant pour pallier une partie de ces problèmes liés à l'origine des images, à leur authenticité, à leur manipulation ? Alors évidemment non, n'est-ce pas ? Ça apporte juste une brique à l'édifice. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, mais c'est important d'avoir cette brique. C'est un outil, mais c'est un outil qui n'est pas suffisant en soi. Premièrement, il faut que les gens l'utilisent, n'est-ce pas ? Donc il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui pour la sécurisation. Par exemple, vous pouvez tous, si vous avez envie, signer vos emails. Et si je demande combien d'entre vous signez vos emails, ça m'étonnerait que ça dépasse 10%. Ces outils existent. Donc tant que les gens ne l'utilisent pas, ça ne sert à rien quelque part. Et il faut aussi qu'il y ait derrière une pression sur des sociétés qui font des appareils électroniques, qui font des softwares, qui donnent des services, et de les avoir, ces outils. Parce que s'il y a une norme qui existe, qui dort quelque part et que personne ne l'adopte, qui l'utilise, ça ne sert à rien. Et puis, comme vous savez très bien, des fois, au moins certaines de ces sociétés ont envie d'avoir un petit peu ce flou parce que ça génère plus d'utilisateurs, ça génère plus de contenu. Alors si vraiment il faut dire aux gens « Ah non, mais vous devez signer vos contenus avant de partager, etc. » Ils vont peut-être perdre une partie de leur clientèle et en même temps, ils doivent faire un effort. Donc, les deux combinés font que, sans pression, ça ne va pas se faire. Et puis, il faut quand même aussi qu'il y ait des législations, n'est-ce pas ? Donc, avoir une signature ou pas, ce n'est pas important. Tant qu'il n'y a pas une législation en Suisse ou en Europe, et maintenant pratiquement dans tous les pays avancés au monde, il y a une loi qui dit si vous signez de manière électronique un document d'une façon qui est approuvée, d'une norme qui est approuvée, ça a la valeur légale d'une signature sur papier que vous avez fait à la main. Donc il faut la même chose aussi. Et bien d'autres. Ça a été mentionné, il faut un effort pour éduquer les gens. Il faut que les gens soient éduqués et formés, surtout les jeunes,
Et pour savoir que, bon, quand vous voyez quelque chose qui n'est pas signé, quand vous voyez une photo qui n'est pas signée par JPEG Trust ou n'importe quoi qui pourrait être équivalent, il ne faut pas y croire, forcément. Vous devez vous assurer d'abord sur la provenance des choses avant de les croire. Donc c'est un monde qui va changer, c'est une relation par rapport au contenu qui va changer certainement, mais ça va un petit peu compliquer les choses. Je ne prétends pas qu'il n'y aura pas des abus, je ne prétends pas qu'il n'y aura pas des cas où ça ne va pas marcher, mais ce sera probablement mieux qu'un monde où on laisse les choses avancer sans vraiment ce genre de réflexion, sans ce genre de solution, parce que là, on aura vraiment le chaos total. On ne peut pas du tout croire à ce qu'on voit, à ce qu'on lit, à ce qu'on entend, parce qu'on n'aura pas les outils nécessaires pour faire la différence entre les deux. Merci Touraj, on va aussi revenir certainement vers toi par la suite. Chris, last but not least. Merci d'avoir été aussi patient jusque-là. On va s'intéresser, on a parlé en effet de ces images, on va s'intéresser peut-être un petit peu plus au monde de l'art. On a vu que le monde de l'art avait déjà été beaucoup impacté. On a entendu par exemple le premier, je crois, concours de photographie qui avait été gagné par une personne qui avait triché en utilisant de l'IA. À ton sens, dans quelle mesure est-ce que l'IA impacte et impactera d'autant plus tout le monde de la création artistique? Okay, so first of all, let's divide this question into two parts. There's a sociological or social context around this question, and then there's an aesthetic question. And they're related, but they're not always the same. So what's interesting talking about JPEG Trust is also in the sense that the notion of the original as the work of art has been long challenged over the 20th century, from Duchamp to Benjamin to on and on. So this interesting question about is this the original or is this the copy? You know, this is an old discussion. It's nothing new that's come about with machine learning. We can't have a discussion about AI and the arts without obviously invoking capitalism, because the capitalist forces are the ones basically pushing currently these recent developments, and they're very, very recent. I mean, it's basically as old as 2012 when the ImageNet-based competition at the University of Toronto happened, and graduate students and Geoffrey Hinton basically reduced the error of these algorithms. That's when these big corporations realized this actually works in this way. So this is 12 years, so it's 11 years. It's a very, very short period of time for this rapid change, as you were saying. It's also interesting too because now it seems very hot in the art world, but between 2016 and before COVID, there were enormous amount of exhibitions on artificial intelligence all over the place. There's one still touring that I'm involved in from the Barbican Center. It's supposed to tour for the next 10 years. And the interesting question is, are those artworks going to look so old because the techniques that were built in 2017, 2018 are now being replaced by other techniques? So this is, again, this very, very, this speed of capitalism that wants us to believe that everything is always new and that what was previously there is useless. The thing too about this AI art, this is also a misnomer. My friend Andreas Brockman, who's a curator and art historian, has a very interesting response to this. He says, art is a social construct. Machines are not social, they cannot make art. Machines can influence the socios. Machines can influence us socially, but they cannot produce art because it's a social thing that humans do. What is interesting is that if you look historically, I mean, the use of, let's say, rule-based artificial intelligence starting in the 1960s has been used in the arts since late 1960s. I mean, not very much real time and nothing based on data, but these discussions go far back. And the art historian Jack Burnham, who wrote a quite important book in the 1968 called Beyond Modern Sculpture, he was at MIT in residence. And he saw the potential of these new technologies to shape art. And
and Burnham, and this is where I think there is a change. Burnham basically said in the 1960s, he said, art is moving away from what he called an object-based practice to a systems-based practice. In other words, art would no longer be about the kind of reflective object, but about systems that would bring things into being. And this is, of course, where we are very much now in these longer histories of art. The interesting question is when machines produce something we call art, which again, as I said, is a very social context. What do the creators? How do the creators respond to that? And how are creators dealing with this? So many of these systems enable the production of, look at a lot of data and then basically generate patterns out of that. Either they generate the patterns or they identify the patterns. In the case of generative AI, which is the kind of de rigueur thing right now, these patterns emerge. So what do artists become? Do artists become creators, or do they become simply pattern recognizers? And this is an interesting question because this is an idea that comes from the 1940s and 1950s from none other than the neoliberal economist Friedrich Hayek, who is the inventor of the kind of economic systems that we now live in. Hayek basically, in his Nobel Prize-winning speech in the 1980s, basically said, humans are not really capable of responding to any global situation. So let's take the market for an example. In markets, this idea that existed for a long time is that humans respond to signals with so-called perfect information. They understand the behavior of the entire market. Hayek said this is impossible. You have limited knowledge of the situation you're in. You have limited knowledge of the system that's emerging. You can only respond in very specific local context to signals, basically, which are prices for him. But and what's also quite interesting, as you may not know, Hayek is also one of the progenitors of neural networks. He's not a scientist, he's an economist and a political theorist, but in the 1950s, he already wrote a book called The Sensory Order, where he describes that the senses are based on the reorganization of neurons in the brain which classify what we call sense perception. And in fact, the kind of progenitors of neural networks, both from neuroscience and computer science, like Donald Hebb in Canada, and also Macaulay Kapitz and Frank Rosenblatt, who created the first kind of working neural network, all refer to Hayek. So it's very, very weird that this economist basically has this idea that humans are limited in their agency by what they can do. And so we basically are reduced to pattern seeking in our response to complex systems. So that's what he called them. So it's very interesting to think about artists working with these systems. Are they basically, the machine is generating things, and are they simply just responding as pattern seekers, going, that's interesting, that's not interesting, that's interesting, without ever having any kind of so-called original thought? And of course, a lot of that work, as Hito Staro recently wrote it, is based on stolen labor of others. This is basically stolen labor of image makers for the last 20 or so years as data has become digitized online. So I think this is important to understand that these systems are predatory in the sense that they prey on existing things that we've produced for free that then are now being used. Now, of course, it's difficult to copyright these systems, that we probably talk about. But let's just go away from that sociological argument for a second. Just say, what is going on aesthetically with these systems? Is it actually interesting aesthetically? So let's say the de rigueur systems between 2014 and 2020 were adversarial networks. They're still essentially being used. Now transformer networks are being used, which are the large language models to generate with things like stable diffusion and things. But what do these systems actually produce? Well, they basically produce things that have a long art historical frame. Collage, juxtaposition, mixing, sampling. So are they that radically different? Maybe the difference is that, of course, with sampling, rap artists or hip-hop artists or plunderphonics artists basically decide, okay, I'm going to use this for 12 seconds, I'm going to use this, I'm going to mix this way, mix it this way, I'm going to change the pitch, I'm going to change the time domain of the sound, I'm going to do all sorts of manipulations in terms of signal processing, I'm going to make this sound unrecognizable. But I'm using existing material, and then I'm recombining it and transforming it in a new way.
So what's the big difference between a neural network doing that and the human doing that? Well, of course, the neural network has access to much more data, and also it's based on a certain kind of mathematical model, whereas the human is listening and going, this is interesting, that's interesting, let's mix this, let's mix that. So it's interesting to think about what kind of aesthetic experience is being generated by these systems. Because I think we tend to think, again, sociologically is the problem, but actually what is aesthetically going on? And when I look at a lot of this work, what I find interesting is, especially in kind of adversarial network-based art, where you see basically images fluctuating between things, which is basically moving around in this latent space and then outputting this in a rough way. What you sense is a kind of dramaturgy of time being quite flat. You know, the interesting thing about music or theater, these live art forms, is that they have incredible dynamics. Orchestra has incredible dynamics in terms of its amplitude, its timbre, and its temporal action. But these systems are very, very flat in what they produce, and that's just based, of course, on the nature of the algorithms that they're using. So you have this fluctuation between this and that, this and that, this and that. But when we think about live art forms, the thing why they're so exciting is because we feel something dynamically changing that feels live, that aligns to our own liveliness as human beings. And so this is where these systems, they're very good at streaming, streams of things or pulsations, but they're not very good at the kind of complex dynamics that dance theater produce. So I find this from an aesthetic point of view quite disappointing when we see these kinds of regularities, statistical regularities happening, which are very regular. But art is not regular. It's also chaotic, it's also quasi-periodic. Voilà, alors il y a beaucoup de choses que tu as dit, on n'arrivera pas à revenir sur toutes, mais peut-être deux sur lesquelles j'aimerais revenir. On est là où tu as terminé, le côté régulier, où on n'arrive pas encore, où on n'arrive pas à avoir ce côté chaotique qui est souvent propre à l'art. Est-ce qu'à ton sens, c'est une question de timing, de développement? On en est là, mais peut-être que demain, après-demain ou l'année prochaine, la machine sera capable de sortir de cette régularité, d'aller dans la contingence. C'est ma première question. Et puis, par rapport à cette création de l'art, certains voient dans ce développement de l'IA une forme de démocratisation dans la création artistique. Aujourd'hui, chacun peut produire de l'art avec accès à Internet. Et d'autres, au contraire, s'inquiètent parce que c'est des années de pratique, de techniques affinées qui, au final, seront disponibles à tout un chacun. Mm-hmm. Comment est-ce que tu vois ça? Let me answer the second question first. Democratization. So it is true that the internet has democratized access to information. So for instance, all of you, if you're interested in neural networks, you can go online and basically follow a tutorial and have a fairly basic sense of what's going on. So that's kind of literacy that one needs to develop. It is true, Hito Steyerl just wrote this very interesting essay called Mean Images, where she talks about labor. And of course, we know one story about basically unpaid or very meanly paid labor, predominantly in the developing world, who is now first filtering, of course, Facebook posts filled with sexual violence and all sorts of pornographic material. Now, Stable Diffusion is also hiring laborers to edit text, edit these databases, so that certain things don't show up over others, so to cleanse them or purify them. But Steyerl also talks about an interesting idea that, like, let's say, a white-collar labor or digital labor, which Hardt and Negri called immaterial labor. So immaterial labor is now having to essentially act as renting out their labor on these clouds and servers before it disappears in favor of using these kinds of systems, so Stable Diffusion and so on. Right now they're free, but there's no such thing as a free lunch, as economists will tell you. So eventually these things will be, be having to pay for them. And of course you already have to pay for more advanced versions of DeepL and so on. So
there is definitely a huge, move toward essentially appropriating the labor of others by these systems. So I think this is one issue, but the democratization question is also complicated because if we go to the question of democratization, I mean, what are the demos? Basic democracy means essentially the demos has the vote. It doesn't mean the demos is intelligent or progressive or aware. I mean, look at the United States. My country voted first for Donald Trump, and it looks like he might even be voted in again, which I know is for Europeans unfathomable, but is definitely, well, the U.S. is unfathomable in some ways. So I think that, one of the dangers, of course, is of all these post-truth systems, as you're saying, is that the demos becomes less and less aware of actually how to make decisions, And so this thing about democratization of tools is, yes, we have access to them, but what frameworks do we use them in? And what are the contextual, historical, philosophical positions that we think about? I think the other thing that's interesting to say is, too, we talk a little bit about norms. I mean, think about a lot of kind of ethical questions around AI are normative questions. They're about how do we respond to the system, the situation we have. But they don't ask the question, do we want this situation? So norms are very much about, like, this is the way things should be done. But who said we want these kinds of systems? They are thrust out there by corporations, and then the corporations construct marketing campaigns for them. OpenAI has some brilliant media relations, So they're actually taking ideas that are 10 or so years old, have been worked on in research for 15 or so years, or even further if you go back to people like Chomsky and thinking about language as a stochastic system in the 60s. But they repackage them in, like, it's all new and the world is going to change. So they have an incredible marketing machine. So the more that marketing machine, reinforces this feedback loop between the generation of these images, the marketing machine saying everything is new. While it is new, the systems then basically you have this positive feedback loop, and that's the problem I think with democratization is the access is there, but whether the awareness or the let's say the critical awareness is there is another question. Voilà, merci beaucoup. Je vois que le temps file. Il y a plein de choses fascinantes qui donnent envie d'approfondir, mais on voulait aussi garder un petit peu de temps pour ouvrir vos questions du public. Donc voilà, je vous laisse poser vos questions. Peut-être c'est pas mal d'utiliser aussi le micro parce qu'on est suivi en ligne. Ouais, je vais prendre le micro, voilà, comme ça vous pouvez, les gens en ligne vous entendent aussi. Et puis essayez de parler assez près du micro quand vous posez vos questions. Et essayez de garder vos questions assez synthétiques. J'ai une question à Monsieur Salter. You said Chomsky, and Chomsky is not talking about democracy now. He's talking about power. And another tool of power is artificial intelligence, no? Yeah. So it's not going the way we believe in Europe or in Switzerland. That's true? Of course, Europe still has data protection laws. The United States gave those up in the 1970s, which is amazing. So the EU can still sue Facebook, whereas that's unthinkable in the United States. Because what people will say is, oh, well, Facebook will just go somewhere else. So this is what corporations have been using for the last 30 years, 40 years, to threaten governments who, of course, those corporations need those governments. That's the key about neoliberalism. It's not that they want to get rid of the state. They need just basically the state to support the corporations. It's a reformulation of the state. So there are clearly forms of resistance that are emerging, and that has to do, again, with the state. The idea of Facebook or Meta or Google or OpenAI self-regulating is idiotic because they're sitting on potentially trillions of euros of profit. So that would be like commercial, that would be basically corporate suicide. So of course they're not going to do this. And to think they are is wishful thinking. So, yeah. And the tool is even very strong now. Yes. For controlling people. Yeah, absolutely.
Absolutely. I mean, on the one side, of course, there is this model. The surveillance capitalism is advanced at one extreme. But on the other side, I mean, I wrote a book about this called Sensing Machines, where I said, okay, that's one thing. We have all these sensors everywhere, right? They're monitoring, they're measuring. But at the same time, you know, not to make this optimistic, but to say there's another side of the coin. It's not just that those systems desire us, we desire them. You know, so we are constantly, I mean, I'm putting stuff on Instagram all the time. You know, it's going to be analyzed by machine learning. You know, there was a huge issue about Megaface, this database that came out of Flickr, where people in the US were complaining that all the pictures of their infants and their children that they put on are now being used to train machine learning systems to identify terrorists. You know, so it's like, it's a completely crazy world. At the same time, artists like Holly Herndon, for instance, are trying to create these systems where you could opt out. You know, artists can opt out of being included in Stable Diffusion databases. So there are forms of resistance, but it's local resistance. I think ultimately, you know, even though we're in a neoliberal world where we want to, as I say, reduce the power of governments and not interfere with corporations, it's the same with climate change. There has to be an international form of understanding of how these systems are regulated, because they pose, it's not that they pose, you know, the problem of robots destroying the world, it's that they pose the problem of post-truth circulating in exponential ways. So. Certains parlent aujourd'hui en effet de régulation internationale qui serait nécessaire, tout comme on a des régulations internationales sur le nucléaire par exemple. Alors monsieur, je vous tends le micro. Même chose, parlez assez près du micro si vous arrivez. Oui, pas trop près non plus. Voilà. Bonjour et merci à vos 4 exposés. Merci aussi à vos questions pertinentes. J'aurais 3 questions, donc vous verrez si c'est possible d'y répondre aux 3. Première à vous, madame, vous avez parlé à 2 reprises sur éducation. Donc la première, éducation des enfants et des adultes, et après, avec beaucoup de guillemets, l'éducation à l'utilisation des liens. Donc j'aimerais savoir si vous auriez des pistes concernant l'éducation des enfants pour utiliser les IA. Vous, monsieur, pas plus tard que cette semaine, une image du Pentagone en flammes a fait chuter la bourse américaine en quelques instants. Donc vous avez parlé, si j'ai bien compris, que cet outil que vous avez, je n'ai pas compris, créé ou montré, en tout cas utilisé, qu'il a une utilité. Je vous demanderai quelle est l'utilité. Et puis à vous, monsieur Marc, si je peux me permettre, je me demande si c'est simplement le corps qu'on essaie de fouiller en nous plongeant dans le virtuel. Ne serait également, vous nous avez défié de définir ce que c'est la conscience. Alors je me demande si ce n'est pas la conscience qu'on essaie de fouiller également, la conscience de cette réalité qui est pesante. Les phénomènes de réchauffement climatique, les conflits, la guerre, et puis le clivage des sociétés, la perte de vitesse des sociétés démocratiques. Voilà, j'en passe. Et pour finir, la possibilité d'une guerre nucléaire qui ferait enfin face à l'exponentialité de la science. Merci. Alors, effectivement, l'éducation des enfants, c'est un sujet complexe parce qu'aujourd'hui, il faudrait avoir un système éducatif qui inclut dans le système éducatif public la compréhension de tous ces enjeux que sont notamment l'intelligence artificielle, mais la technologie au sens large. On s'est emparé du problème en 2020 à la Fondation et on a créé une académie online de la francophonie pour les 12 à 18 ans. Parce qu'au niveau de la francophonie, on a une grosse faiblesse, c'est que la langue de l'intelligence artificielle n'est pas le français, ce qui fait qu'on a accès à peu de matériel dans la formation et dans la formation continue, notamment pour les jeunes. Donc nous, on a décidé vraiment de créer cette académie où une fois par semaine, des jeunes viennent sur un environnement métaverse à faire de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'éthique. C'est des jeunes qui viennent de tout pays de la francophonie parce qu'on trouvait encore plus intéressant dans cette idée d'impact sociétal que des jeunes se rencontrent avec des réalités différentes. Donc on a des jeunes qui viennent du Maroc, de Suisse, de France, de Madagascar, bientôt. Sur Internet,
vraiment dans cet environnement-là qui leur permet de se rencontrer. Et en fait, ils apprennent, ils modélisent des robots, ils fabriquent l'intelligence artificielle. Et après, nous, on imprime en 3D, on envoie les choses et on les construit ensemble à distance avec toute l'électronique qui va avec. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont hyper rapides, ils comprennent bien mieux certains enjeux quand ils sont dedans et ils avancent très très vite et ça devient presque courant pour eux rapidement en 2 à 3 fois. Très bien, on continue avec Marc, avec toi, comme vous voulez. Je peux rapidement répondre. Donc clarification d'abord. Donc tout ça, les images que vous avez vues a été créé par moi, mais avec un outil qui est accessible à tout le monde, qui s'appelle Midjourney. Je crois que tout le monde a entendu parler maintenant de Midjourney. Et à quoi ça sert? C'est une bonne question. Donc, ça sert c'est un outil de création, de la même façon que Photoshop ou d'autres outils qui sont disponibles pour illustrer. Donc, souvent, c'est des outils qui peuvent être utilisés pour illustrer les propos. Ça peut être dans une panoplie énorme, ça peut être création artistique pure et dure jusqu'à des choses complètement fictives qui n'existent pas dans le monde réel. Donc c'est un outil qui est un peu plus sophistiqué que Photoshop, parce que Photoshop, vous avez besoin soit de créer ça vous-même en essayant d'imaginer, il faut en avoir aussi le savoir-faire pour créer quelque chose, ou bien ça doit venir d'une caméra et puis après on va retoucher les images créées qui viennent du monde réel. Ici, vous n'avez même pas besoin de monde réel pour créer quelque chose. Et si vous le voulez, ça peut devenir énormément photoréaliste. Maintenant, est-ce que c'est vraiment très utile? Est-ce qu'on peut vivre sans? Absolument. Mais bon, on peut aussi vivre sans l'art, on peut vivre sans beaucoup de choses, même sans les habits des fois. Mais bon, les gens, c'est la nature humaine de créer. Donc ça fait partie en fait des besoins, en tout cas intellectuels des êtres humains souvent. Donc ça sert à un outil. Alors, il ne faut pas aller au-delà de ça, n'est-ce pas? Et il faut être conscient que ça peut être aussi abusé, désabusé. Donc effectivement, il faut aussi avoir, par exemple, si quelqu'un met ce genre de choses à disposition de grand public, ce qui est le cas, il faudra aussi faire attention à ce que les images qui sont générées portent une signature ou au moins un mécanisme pour faire savoir aux ceux qui vont plus tard les consommer, les visualiser, savoir que ça a été créé par exemple par une intelligence artificielle, soit complètement, soit partiellement. Ouais, je crois qu'il y a Chris qui veut... Just can I say one quick response to the education? This is a huge question about education, and it's very important. The problem is that AI is, sociologists of science would call AI a social technical object. It means that it's not in one field, it moves around. So it's mathematical, it's social, from an artistic perspective, it's aesthetic, it's cultural, it's all of these things. So who's to teach this? Is it mathematicians to teach students? Is it physicists? Is it business people? Is it artists? Is it sociologists? So this demands an interdisciplinary way of thinking, which in our societies is very difficult, because our institutions are built on separations. Where do you go study artificial intelligence? You don't go study in the arts. You go study it in engineering or computer science. So this is a huge question if we're going to build not only a literacy, most people don't know how computers work either. So we have a long way to go. So where do we start? I think that's a huge, huge question. It demands really new kinds of configurations of understanding these complex problems. Et pour répondre à la partie, bon, je ne disais pas que la fuite du réel était forcément liée au corps. L'idée était plutôt de rappeler que par rapport à la fiction, le traitement de l'IA, c'est-à-dire le motif de l'IA dans un roman, par exemple, il va être utilisé non pas pour parler de l'IA en tant que tel, mais il va être utilisé pour parler de quelque chose d'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un mot que tout le monde connaît, mais j'ai fait exprès de ne pas l'utiliser avant, parce qu'après je suis parti pour 3 heures, ce que je ne vais pas faire, c'est que l'IA, dans la science-fiction, en général, c'est ce qu'on appelle une métaphore. C'est-à-dire que ce n'est pas l'IA, en fait.
c'est que si je prends l'exemple d'une métaphore qu'on connaît tous, parce qu'on a tous écrit des lettres d'amour, mais on n'en faisait pas des très bonnes de métaphores souvent, la métaphore, elle met ensemble deux choses qui ne vont pas ensemble. L'homme est un loup, non, l'homme n'est pas un loup. Manifestement, l'homme n'est pas un loup. Mais c'est que le loup est pourvu de propriétés qu'on fait passer sur l'homme. Donc quelles sont les propriétés de l'IA, la vraie IA, on va dire, entre guillemets, qui sont projetées sur l'homme dans la science-fiction? Il y a un ensemble de choses. Alors pour un auteur, ça sera justement ceci ou cela. Pour un autre, ça sera une autre. Hein, il y a plein de significations. Et si je prends la somme de toutes ces significations à travers tous les récits, par exemple dans le film Her, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu, l'IA est égale à la solitude. Elle ne fait que d'exprimer notre capacité à être tout seul, à chercher à tisser des ponts, mais on les tisse avec le mauvais outil. C'est-à-dire qu'on pense que ce truc-là va nous aider à tisser des ponts ou des liens, alors qu'en fait, il va nous isoler derrière notre interface. C'est une métaphore dans le film, c'est pas l'IA. Puis si je prends la somme de tout ça, j'obtiens non pas une image de l'IA, mais j'obtiens une image de toutes les interprétations de ce qu'est devenu l'humain en utilisant cette image. C'est pour ça que je trouve intéressant ce qui était dit tout à l'heure. On devrait être content que les robots se révoltent. Parce que dans la science-fiction, le mot robota, en tchèque, qui veut dire l'esclave, est une métaphore marxiste. Hein, quand on reprend les tout premiers textes qui parlent des robots, en 1920, ce sont des humains construits en laboratoire, comme ça, qui sont de chair et d'os, hein, ce n'est pas des machines, et qui sont envoyés à travers le monde pour faire que les gens n'aient pas besoin de travailler. C'est l'assistant personnel qu'on évoquait avant. Et un jour, il y a une jeune femme qui leur rajoute de l'âme. Enfin, dans le sens, elle va sur cette île, bon, passons les détails, c'est pas une très bonne pièce de théâtre. Mais il s'avère qu'elle séduit un ingénieur, ce qui est toujours assez simple, et ils font en sorte de leur mettre de l'âme. Donc un humain qui n'avait pas d'âme au début, un humain esclave qui a une âme, ça fait quoi normalement? Si c'est un prolétaire, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est utilisé pour servir les riches capitalistes, ça se révolte. Donc la révolte des robots, c'est un vieux scénario, en tout cas dans le monde laïque contemporain, qui fait penser à la révolte des prolétaires. Hein. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, disait l'international. C'est ça au départ les robots. C'est des humains qui se révoltent contre leurs conditions d'esclaves capitalistes. C'est une métaphore. Le risque, c'est qu'à cause de notre mauvaise compréhension de la science-fiction, souvent, on a tendance à interpréter ces métaphores au premier degré. Rappelez-vous que c'est toujours dangereux, Don Quichotte en a fait les frais, il ne faut pas interpréter la fiction au premier degré. Madame Bovary aussi, d'ailleurs, elle en est morte, la pauvre. C'est-à-dire que l'IA, l'IA de la science-fiction nous offre plein d'interprétations de ce qu'est en train de devenir l'humain. La vraie question, ce n'est pas de savoir s'il faut croire une image sur le web ou pas, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, avec la connaissance moyenne de n'importe quel citoyen suisse, on puisse encore se dire qu'on croit directement à une image. C'est ça la vraie question humaine. Comment ça se fait que si je suis sur Instagram, j'ai l'impression que c'est la vérité? Enfin, moi, ça ne m'est plus arrivé depuis l'âge de 15 ans, je pense. Et il n'y avait pas Instagram. Donc c'est ça que ça va être thématisé. Donc, dans la question de la fuite vers le numérique, chaque auteur, chaque artiste, quelque part, va y voir sa propre interprétation humaine. Des fois, c'est pour le corps, des fois, c'est pour fuir le réel, hein, des fois, c'est parce que notre vie est trop compliquée. Il y a plein de fonctions qui sont possibles. Et c'est la somme de ces fonctions qui est intéressante. Ce qui est, et je terminerai là-dessus, ce qui est génial, parce que j'ai fait ça dernièrement à Genève dans une formation continue et je suis en train d'écrire un article pour le canton de Vaud, c'est que la seule littérature qui n'est pas enseignée dans les âges de plus que 13 ans, c'est la science-fiction. C'est-à-dire que dans les lycées, au collège genevois ou les gymnases vaudois, on vous enseigne Balzac, Flaubert, c'est super, hein, on vous envoie, voilà, mais la littérature qui vous permettrait de réfléchir à notre rapport à la technologie, pourquoi on fuit sur Instagram? Pourquoi quand vous allez prendre le tram après, si vous vous dites, mais en fait tous ces gens, ce qu'ils expriment en premier, et c'est même bizarre que je ne l'ai pas vu avant, c'est qu'ils montrent qu'ils sont tout seuls. Parce que dans un bus, personne ne se parle. Et tout le monde parle à son truc, là, mais personne ne se parle. Et essayez de mettre votre main sur l'épaule de quelqu'un, prenez pas quelqu'un de trop balèze, mais vous verrez bien qu'on va exprimer la solitude. Et c'est ça le pouvoir de la métaphore. C'est-à-dire que le pouvoir de la métaphore, si on relit Ricoeur par exemple, c'est sa capacité à créer le réel. En fait, l'être humain est un animal sociable, mais ça nous crée seul. C'est pas qu'on est ontologiquement seul,
Il suffit de voir les enfants, ils ont tout sauf seul. Mais les enfants qui vont être captés par tous ces capteurs qui sont sympathiquement mis à disposition par leurs parents, n'est-ce pas, ils vont apprendre que c'est comme ça qu'on interagit. Donc on va créer la solitude. Mais ce n'est pas fait pour ça au départ. Et c'est ça que la science-fiction, elle va faire une sorte de... Les artistes font la même chose. C'est une sorte de caisse de résonance. En disant, ça c'est pas mal. Hein. Vous pouvez très bien être jamais seul en fait. Mais ça peut être utilisé pour devenir seul. Ça peut être utilisé, pensez au truc, ça peut être utilisé pour trouver l'amour de votre vie. Incroyable, incroyable. Et vous vous rendez compte à quoi vous êtes réduit. Et c'est ça que la fiction, elle fait. Elle nous propose plein d'images, plein de métaphores. Donc oui, tout ce que vous avez dit est vrai, et sûrement plein d'autres trucs. Et c'est cette somme de tout ça, et c'est le grand pouvoir de la métaphore, c'est la somme de tout ça qui est ce qu'est l'IA pour l'humain. Au-delà du... C'est même dommage finalement de parler que du logiciel. Finalement, c'est un peu réducteur comme ça. L'humain, il fuit, ou fuit pas, ou il cherche, ou il espère, ou tout ce que vous voulez. Et chaque auteur, chaque réalisateur, chaque artiste va avoir sa propre sensibilité. Hein, ça fait, de nouveau, il y a des métaphores qu'on la vie dure. Hein, la flamme amoureuse, ça fait 300 ans quand même, hein, ça a bien marché comme image, mais chacun y voit autre chose. Et aujourd'hui, la technologie nous fournit des images qui nous permettent de nous comprendre. Le robot, c'est l'esclave. Le cyborg, c'est le type qui est dépendant à sa technologie. C'est pour ça qu'ils sont tous des junkies, hein. C'est celui qui ne peut plus s'en passer. Hein. Et puis l'IA, c'est lorsqu'on arrête, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, hein. C'est quand on arrête de solliciter notre corps, mais ça peut être aussi parce qu'on veut trouver l'amour, parce qu'on en a marre de ce monde réel, etc., etc. Donc moi je pense qu'on doit éduquer les gens à la fiction. Alors c'est pas éduquer les gens à l'IA, parce que la fiction qui est narrative, elle permet de raconter. Et aujourd'hui on devrait se raconter. Quand je suis triste, je prends mon téléphone pour m'oublier. Là je commence à me raconter. Mais souvent, on ne le fait pas. Et je pense que la science-fiction le fait. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on a pas mal débordé déjà. Peut-être encore juste prendre une mini-question. S'il y a encore une dernière toute petite question du public avant de terminer. En essayant toujours de rester assez bref. J'aimerais parler avec, plus près Marc, non? Ouais. Et puis tu expliques que la conscience, pour toi, c'est un concept un peu... bon. Mais en soi, il y a eu un livre qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit, non? Tu dois connaître. Mais ce livre, avant, pour des raisons, on voulait le rendre plus publicitaire, il avait un nom qui s'appelait La science de l'expérience des Bewusstsein. Bewusstsein, c'est la conscience, non? Mais Bewusstsein, ça veut dire das Bewusstsein, non? L'être, hein, conscient. Et puis, c'est là où tu arrives à dire le on et le je, non? Tu sais, le on va au cinéma, on fait tout ça. Est-ce que tu arrives à répondre à la question? Alors, non, la comprendre et en plus y répondre de manière synthétique. Non, la seule chose que j'ai dit, c'est que je pense qu'on ne peut pas épuiser. D'ailleurs, il y a eu un livre sur la conscience, mais il y en a eu plein d'autres. Je pense qu'il y a certains sujets qu'on ne peut pas épuiser. Et si je parlais de ça, c'est que je ne vois pas comment un être humain qui se détermine, du moins, ou qui s'accepte comme étant doué non pas seulement de conscience, mais de conscience réflexive. Hein, c'est ce que Sartre a très bien montré. Hein, on n'est pas conscient d'eux, mais on est conscient d'être conscient d'eux, c'est pas tout à fait la même chose. Mais est-ce qu'on peut épuiser la définition? C'était plutôt dans ce sens-là que je disais ça. C'est quand on parle d'intelligence artificielle, et ça c'est un truc que je trouve intéressant, à la base, l'intelligence artificielle, c'est une métaphore. Le terme intelligence artificielle est une métaphore, mais qu'on a naturalisé quelque part, ou qu'on a tué en tant que métaphore. Et d'un coup, c'est peut-être pour ça que ça nous fait peur, c'est qu'on a oublié que c'est une métaphore. Il y a un prof de l'EPFL qui s'appelle Mandada, qui travaille beaucoup sur les robots, il dit on a oublié que les robots étaient des métaphores, et donc dans nos petits machins à nous qu'on fait, les gens ils voient la mort de l'humanité. Non, dans la science-fiction, ça tue l'humanité, mais pas dans le monde réel. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est clair qu'on a exploré plusieurs champs. Il y a un petit côté frustrant parce qu'on a envie d'aller plus loin et on a l'impression qu'on a à peine touché la surface. Et pourtant, ça fait déjà 1h45 qu'on discute. C'est long aussi, surtout pour nos interprètes qui ont fait un marathon. Donc voilà, tout d'abord, un grand merci à vous quatre pour votre présence, pour vos réponses. Je pense qu'on peut vous applaudir.
Un grand merci aussi à vous, le public. Un grand merci aux ingé son, aux ingé vidéo. Je l'ai dit tout à l'heure, aux interprètes et à toute l'équipe de mapping qui est derrière, qui fait vivre des événements comme celui-ci ou comme d'autres événements que vous avez peut-être pu voir tout au courant de ces jours. Un grand merci à vous et puis à tout bientôt au mapping. Au revoir.